actualité assez criante en la matière, puisque une cellule terroriste a été démantelée à ce jour à Clermont-Ferrand. Donc nous sommes parfaitement dans le propos. Alors nous allons basculer à présent justement sur la présentation. Donc je vais partager mon écran dans ce sens. Et vous devriez justement voir la présentation. Alors est-ce que c'est le cas? Yes. Très bien. Alors, Big Data, la surveillance massive généralisée, l'hégémonie américaine dans la sphère du renseignement, c'est ce que je vais vous présenter dans le cadre de cette présentation. L'agenda, nous allons avant tout regarder les programmes de surveillance mondiaux. Cette partie-là est très exhaustive, donc je vais la commenter essentiellement. Par la suite, la présentation sera à disposition pour tous les détails d'ordre technique et la finalité exacte de tous les programmes. Ensuite, nous balayerons la data et l'usage du Big Data au cœur du renseignement US. C'est une véritable expertise au titre de l'histoire du renseignement américain. Le savoir-faire américain dans la collecte de données, la fusion de données, le savoir-faire dans le Big Data, c'est-à-dire de la militarisation à la commercialisation de ce même procédé. La cyberguerre et le cyberterrorisme, est-ce un fantasme ou une réalité? Nous aborderons le sujet sous deux angles, les nouvelles du monde et une réflexion personnelle. Alors, les programmes de surveillance mondiaux. Tout d'abord, vous avez une partie internationale avec le fameux échelon qui a été créé en 1960. En l'occurrence, pour beaucoup, dans le cadre de l'espionnage contre le bloc soviétique et ses alliés. Ensuite, en Union européenne, c'est une chose qui est assez peu connue, la Data Retention Directive, qui émane directement des États membres de l'UE. Vous avez aussi le programme INDECT, sur lequel moi j'ai participé dans le cadre de l'Eurogroupe, qui en fait était une étude comparative entre le Patriot Act avec l'Université de New York et un groupe européen émanant des États membres, institutionnels, privés ou sociétés civiles, pour comparer en fait, pour observer cette loi et éventuellement proposer une loi adaptée dans le cadre de la protection des données personnelles émanant du principe juridique européen. Et la Schengen Information System, dont le principe est de pouvoir suivre des individus et des entités en fonction de leurs déplacements, voyages, leurs activités commerciales et autres. Alors ensuite, vous avez tous les programmes qui sont dits nationaux, en Australie, en Chine, en France, en Allemagne, en Suisse. Bon, en France, on a notre Fred Chenchlon, puis la loi de programmation militaire qui est venue aussi asséner un coût supplémentaire en la matière. Le programme chinois qui est assez connu, le Grand Pare-Feu de Chine, qui a même mis en évidence le blocage des outils américains dans le cyberespace chinois pour favoriser sa propre industrie. Vous avez les mêmes logiques en Allemagne et notamment en Suisse, même les Suisses qui avaient eu un prix entre guillemets ironique de Big Brother Award concernant leur programme Onyx. Par la suite, vous avez des programmes type en Inde en fait, où pour beaucoup, il s'agit en fait, au-delà de surveiller la population, de pouvoir la recenser, car il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'état civil ou qui n'ont pas de documents nationaux. Donc l'Inde a pris le parti en fait de ficher tout le monde sur la base de ses empreintes digitales. Les Russes aussi qui ont un savoir-faire non négligeable, et notamment avec une loi récente, la loi Yarovaya, qui permet dans le cadre de cette législation antiterroriste, qui comprend en fait une obligation de stockage de l'ensemble des données de messagerie vocale et puis textuelle. Grosso modo, sur le territoire russe, pratiquement tout est aspiré au titre de la sécurité nationale. Ce propos est d'ailleurs assez courant aux États. Ensuite, on retrouve les programmes d'espionnage suédois, par exemple la base de données de trafic Titan, ne serait-ce que les noms sont assez révélateurs, et puis le X-Core qui est utilisé en fait par l'Agence de sécurité nationale des États-Unis conjointement avec la Suède. Il y a un programme de partenariat en fait sur X-Core. Ensuite, la Grande-Bretagne, qui aussi n'est pas à plaindre en la matière, avec plusieurs programmes, notamment qui est assez révélateur, celui de maîtriser l'Internet, MTI, et puis Tempora, qui a une capacité quand même assez folle de pouvoir stocker l'intégralité du contenu Internet sur une période de 3 jours. On parle bien du stockage du contenu mondial de l'Internet et des métadonnées sur une période de 30 jours avec un contenu global de 3 jours. Ce qui est colossal quand on y pense à la capacité de captation justement de cet état.
Alors le constat qu'on peut en faire, ne serait-ce que sur ce premier regard, c'est que Big Data et les activités d'espionnage, qui sont massives et notamment industrielles, puisqu'il y a une recherche d'informations dites stratégiques, on a vu le cas de Snowden, de batailles entre des États et puis parfois aussi contre des entreprises. Alors il y a un véritable développement d'usage de cyberarmes, et je dirais même qu'aujourd'hui on atteint le seuil de la cyberdissuasion, alors à des fins de dommages, ou pour obtenir parfois ou acquérir une technologie. Alors vous avez le cas le plus connu qui est Stuxnet, qui a vraiment été l'événement qui a ouvert le bal, si je puis me permettre, et puis d'autres cas comme JP Morgan Chase Co, Sandy Aramco, Snecma, Dragonfly, que j'étairai par la suite. Les activités de cybercrime et de cyberterrorisme, la contrefaçon par exemple, le blanchiment des capitaux, l'activisme, la fraude, le ransomware, le social engineering, qui aujourd'hui est le bras de fer des attaques, entre guillemets, la vente d'armes en ligne, les stupéfiants, la prostitution en ligne, la pornographie et j'en passe. Pour beaucoup, ces activités peuvent se trouver dans le dark web de par leur facilité d'anonymisation et qui plus est, on peut considérer que dans bien des cas, ce sont des plateformes de grossistes. Les pirates et les mercenaires. Alors, en général, sur Internet, qu'est-ce qu'ils cherchent par le biais des réseaux? Ce sont des informations stratégiques au titre de la recherche et du développement, espionner, écouter les PDG des grandes entreprises ou les chefs d'État, comme dans le cas de Dilma Rousseff pour le Brésil. Et puis, notamment, la recherche d'éléments différenciants par rapport aux contrats en cours ou des échanges commerciaux, des comptes de résultats, des éléments qui permettent d'avoir une longueur d'avance. Alors, on va aborder justement la data et l'usage du big data au cœur du renseignement US. C'est l'ADN même du fonctionnement du renseignement américain. Alors, le principe est simple, il part du principe de collect it all on everybody is a target. C'est-à-dire que potentiellement, tout le monde est une potentielle menace, ou en tout cas, les informations qui pourraient transiter via Internet les intéressent. Alors, ça va être basé sur trois aspects principaux, hein, la surveillance du corps, donc des données géolocalisées et des données biométriques, la surveillance de la biographie, donc toutes les données qui auront un caractère d'ordre personnel et qui vous permettent de vous identifier, et puis des données comportementales et d'autres données dites biographiques. Alors, voilà, ça c'est la culture américaine en termes de programme. Alors vous voyez, c'est assez conséquent. Alors moi j'aime bien, par exemple, particulièrement j'apprécie Carnivore. Alors ça a été mis en place par le FBI en fait pour surveiller les courriers électroniques et les communications électroniques. Vous avez des noms qui sont aussi très révélateurs de la capacité éventuelle du programme, Lanterne Magique par exemple, Muscular, vous avez des Tempora. Réellement, ils ont une capacité, disons, d'élaboration sur les noms comme sur les programmes qui dépasse l'entendement général. Vous avez des Prism, des Century Eagle, des Stellar Wine. Vraiment, la multitude de programmes et la quantité parlent par elles-mêmes, tout simplement. Donc, vous avez une multitude d'agences qui vont être amenées à espionner des axes très différents. Le FBI, la NSA, la CIA, chaque agence, en fait, a un programme qui lui est spécifique et va chercher des informations qui lui sont propres. Par exemple, dans le cadre du terrorisme, il y avait un programme qui a été lancé notamment pour le blanchiment. Donc l'idée, c'est de surveiller toutes les opérations financières sur la base des SWIFT bancaires et de pouvoir tracer toutes les opérations et identifier bien évidemment le destinataire comme l'expéditeur. Comme vous pouvez le constater, il y a multitude de programmes chez les Américains. Par exemple, alors je fais un petit focus sur le Multi-State Anti-Terrorism Information Exchange pour le clin d'œil avec Matrix, qui a été remplacé par la suite par le programme PRISM. Et puis, vous avez aussi une forme de désinformation, si on peut l'exprimer ainsi. Par exemple, GhostNet, qui est un nom de code fictif pour un programme qui existe réellement à échelle mondiale. Alors, par exemple, sur la droite, vous avez la petite image. En fait, c'est le mapping. C'est l'ensemble des pays qui subissent, entre guillemets, la collecte d'informations émanant de la NSA. Et cet exemple ne correspond qu'à une agence. Donc, ça vous donne une idée, grosso modo, de ce qu'ils sont en mesure de faire. Et puis, l'ensemble des outils à leur disposition qu'ils développent depuis plusieurs décennies maintenant.
Alors, on va faire un petit focus sur Prism, qui est vraiment l'élément de départ, entre guillemets, de cette maturité en termes de technologie. Juridiquement, bien évidemment, le tout est accompagné par des actes juridiques forts. On peut vraiment admettre et considérer que le Patriot Act est l'élément fondateur. Puis au fur et à mesure, ils ont évolué, ils ont rajouté des amendements ou créé de nouveaux actes juridiques pour pouvoir compléter leur force de frappe. Comme vous pouvez le constater, l'ensemble des fournisseurs FAI ou autres fournisseurs de contenu Internet dits américains sont liés à la loi américaine, donc le Patriot Act fait son effet. On peut admettre aussi bien évidemment que toutes les filiales qui ont été acquises à ce jour rentrent dans le principe juridique, même si parfois les entreprises ont un discours quelque peu différent. Sur la droite, vous avez en fait l'ensemble des entreprises qui réagissent en fonction des injonctions juridiques ou des agences d'espionnage d'État. Globalement, le pire des élèves, ça serait Yahoo. Bon, ceci dit, ils sont tous très coopérants, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, à partir de Prism, qui leur a doté d'une véritable maturité en la matière, ils ont créé un nouveau programme qui est assez peu connu, qui s'appelle le projet Pre-Crime, en fait. Initialement, ils avaient lancé la logique de Pre-Crime sur le département de San Francisco, enfin sur l'État de San Francisco, la Californie, globalement, et notamment San Francisco, qui était très en pointe sur cette thématique. Et ensuite, ça a été généralisé en fait en intégrant l'ensemble des départements de défense du corps fédéral et puis l'ensemble des universités américaines et 200 entreprises. En fait, en termes d'acteurs, on est à peu près à 200-220 acteurs au global pour le projet Pre-Crime. Alors, cette particularité dont dispose ce programme, c'est qu'il casse le Bitcoin. Alors, ce n'est pas un mythe. Le Bitcoin peut être cassé. Depuis, ils le maîtrisent et ils savent le faire parfaitement. Et d'où la logique des arrestations prédictives et toute la logique en amont pour déterminer où se trouve le crime. Les résultats avaient été très probants pour San Francisco puisque les policiers, sur la base des prédictions, allaient directement là où l'intelligence artificielle leur mentionnait où aurait lieu le crime et en fait ils prenaient au vol les personnes avant qu'elles puissent agir. Alors là, ça met aussi en avant un point qui est quand même un peu délicat, c'est on peut mettre des gens en prison sur des actes qui n'ont pas encore été commis, même s'ils ont été prédits, même si tous les faisceaux juridiques se concordent. Il y a quand même un problème de droit de fond. Comment arrêter des gens avant qu'ils n'aient commis des crimes? Donc ça, c'est quand même un élément assez important. Ensuite, à partir de là, ils ont quand même poussé l'élément, je dirais, très long, avec Skynet en l'occurrence. Alors, on est complètement dans des logiques de science-fiction, mais malheureusement, c'est réel. Skynet, en fait, c'est une intelligence artificielle dont le but est de traquer les terroristes sur la zone du Pakistan, essentiellement dans ces zones montagneuses. Et cette spécificité lui est propre puisqu'en fait c'est une intelligence artificielle qui, dès qu'elle a détecté une de ses cibles, fait partir automatiquement un drone pour une élimination immédiate. Il n'y a aucune validation humaine derrière ce dispositif, c'est totalement automatisé. Et l'idée c'est de vous montrer grosso modo comment par le biais de la triangulation et des données émanant en fait des GSM, ils sont en mesure de tracer l'intégralité des parcours des voyages, l'utilisation des réseaux sociaux et autres applications potentielles. Le problème de Skynet, c'est que les services, en l'occurrence, reconnaissent un degré d'erreur relativement élevé. C'est-à-dire que les 99 000 personnes qui font partie de ce degré d'erreur, en fait, ce sont des gens qui sont morts. Ils ont été abattus. Alors dans l'eau, vous avez sûrement des terroristes, mais aussi vous avez des civils qui n'ont strictement rien à voir avec cette guerre sanguinaire et cette traque. Donc Skynet est quand même un élément très poussé en la matière sur la lutte contre le terrorisme via l'intelligence artificielle. Ce schéma, c'est pour vous montrer concrètement comment ils font, par le biais des satellites, par le biais d'un certain nombre de réseaux. La cible, je dirais que toutes les routes mènent à Rome, c'est un peu le principe. Comment utiliser tous les réseaux et pouvoir avoir accès à un maximum de données pour mieux appréhender ces terroristes, bien évidemment quand il s'agit des bonnes cibles. Alors le trinôme de départ, on le retrouve, ici ce sont des exemples très concrets.
effectuées par les différentes agences en fonction des problématiques qui les incombaient. Donc elles étaient en mesure de faire des demandes, même le volume est assez colossal. Par exemple, dans le cadre de Enforcement Agencies autour de la loi, 1,3 million de demandes en 2011 auprès de AT&T. C'est colossal. Et donc, imaginez l'activité et les demandes effectuées par ces agences en tenant compte de notre actualité et des dates de ce jour. Le volume des données captées par ces agences est presque impensable, je dirais. Ensuite, vous avez des exemples biométriques de datafication. On est sur les mêmes idées, les différentes entités qui vont faire des demandes, des injonctions pour récupérer des données. Alors là, je focalise par exemple sur le Federal Bureau of Investigation, le deuxième exemple en fait sur le tableau de gauche, où le FBI avait demandé l'équivalent de 75,9 millions d'empreintes digitales. Donc clairement, c'est colossal, ça va au-delà même de la population nationale française. C'est un exemple, ça vous donne une idée. Ils ont la capacité de récupérer les données d'empreintes digitales d'un pays. Voilà, c'est un exemple très concret. Vous en avez d'autres, bien évidemment. L'exhaustivité est assez faramineuse, comme vous pouvez le constater par votre biais. Ensuite, d'autres typologies de données qui vont aussi leur permettre de faire des regroupements, hein, puisque l'idée basique étant sur cet aspect, que ce soit les appels téléphoniques, les tweets, les consultations vidéo, les historiques effectués sur des recherches, sur les moteurs de recherche, et tout ce qui peut connecter une personne pour mieux l'apprendre et mieux la connaître surtout, connaître son activité, entre guillemets, numérique. Alors, la particularité de l'Amérique, c'est d'avoir fait, entre guillemets, un audit. Sous l'administration Obama, Barack Obama avait demandé justement 2 rapports. Un rapport sur Big Data, notamment sur les opportunités potentielles pour l'industrie américaine, et puis un deuxième rapport qui venait contrebalancer la problématique de sécurité, puisqu'il faut savoir qu'aux États-Unis, ils n'ont pas de CNIL. C'est un fédérateur de tiers de confiance qui est contrôlé par les GAFAM, nos fameux amis, Google, Amazon, Apple, Facebook, et le M de Microsoft qu'on oublie très souvent, puisqu'en fait, on a tendance à le mettre de côté, mais on est tous amenés à utiliser des systèmes d'exploitation pour beaucoup sous Windows, en tout cas dans des bureaux dits classiques, c'est le cas. L'idée en fait de cette page de préface, puisqu'en fait finalement rien qu'en lisant la préface, on comprend assez vite l'objectif. Il n'est même pas nécessaire de descendre les 700 pages par la suite. En préface, il est mentionné, avec la signature de l'ensemble de ces directeurs de différents services, qu'avec Big Data, l'Amérique va évincer, et je précise bien évincer, l'intégralité des juridictions existantes dans différents secteurs de l'économie, que ce soit dans la partie bancaire, dans le crédit, emploi, santé, éducation, tout ce qui touche après au monde commercial, entre guillemets. Donc, vous imaginez le danger potentiel et puis l'arme de frappe évidente pour eux. Donc, la conclusion de ce rapport, c'est que l'Amérique est un challenger et le leader incontesté en la matière, et que pour eux, en effet, au bénéfice de leur économie, le big data a un véritable sens. Là, je vous ai mentionné les top 100 des entreprises qui ont une forte influence dans le big data. On retrouve toujours les mêmes, IBM, World Bank, les Teradata, les Accenture, les Cloudera, et j'en passe. Pour beaucoup, ce sont des sociétés américaines, ce qui explique cette capacité en fait de la militarisation à une commercialisation massive qu'on retrouve aujourd'hui dans le marché, par exemple, du B2B. C'est un exemple extrêmement concret et comment, d'une connaissance militaire, ils en ont fait une véritable industrie. Pour ma part, je pense que c'est la création d'une nouvelle industrie pour une nouvelle forme de domination. Et l'idée concrète, c'est comment dans la cyberguerre et le cyberterrorisme est utilisé l'ensemble de ces éléments. On va passer en fait maintenant dans une phase très concrète où je vais vous présenter les différents acteurs de ces conflits. En l'occurrence, alors l'image que vous voyez actuellement est en fait un screenshot en temps réel des attaques.
planétaire. Donc ce que vous voyez en fait, les auréoles, ce sont des points d'impact. On pourrait comparer cela à des missiles. Et malheureusement, tout cela a un véritable effet dans les infrastructures réelles. Très souvent, les attaques sont orientées contre l'Amérique. Alors, elles ne veulent pas forcément dire qu'elles viennent ou elles sont émises de pays comme la Chine et autres. Il peut y avoir de multiples relais. Mais les infrastructures commerciales, militaires et gouvernementales américaines sont quand même très souvent top 1 des attaques journalières. La France étant très souvent aussi dans les 5-6 premiers quotidiennement. Puisque notre particularité, c'est notre propriété intellectuelle qui est connectée et c'est ce que cherchent ces attaquants, des informations stratégiques au titre de notre développement économique, tout simplement. Alors, on peut distinguer 3 typologies d'attaques. Celles qui visent à interrompre la disponibilité d'un système ou d'un service, par exemple les attaques DDoS, que vous connaissez tous, je suppose, ou d'où on vous avez déjà entendu parler. Les attaques de confidentialité, par exemple, un cas concret, Yahoo, 1 milliard de comptes volés en ligne et puis dans les jours qui s'ensuivent, vendus pour 300 000 $ américains dans le dark web. Et ça a pris quelques heures pour que ce soit vendu. Il y a eu un acquéreur qui a pris toute cette base et qui l'exploitera. Et puis des attaques d'intégrité de système, par exemple altérer des SCADA, exemple le Stuxnet sur la production d'uranium enrichi iranienne. C'est un exemple, comme il y en a eu d'autres qui sont moins connus, mais celui-là est vraiment, disons, l'exemple phare en la matière. Alors là, j'ai voulu en fait vous mettre de manière non exhaustive un certain nombre d'attaques qui a eu lieu entre 2012 et 2015. Donc je commence avec Stuxnet, bien évidemment, puis ensuite vous avez un certain nombre d'éléments. Alors je ne les ai pas tous listés, hein, je vous ai mis que quelques éléments principaux. Par exemple, alors la fameuse attaque OP France que vous avez sûrement dû voir sur les sites institutionnels, qui faisait suite malheureusement au drame du Charlie Hebdo. Et puis un certain nombre d'événements planétaires, ça va très très vite. Par exemple, Earthbleed, qui était la plus importante faille à l'époque en termes de vulnérabilité informatique. Et puis Dragonfly, qui est la réponse en fait des Iraniens au Stuxnet. Alors, Dragonfly, ils ont décortiqué en fait le verre de départ de Stuxnet, puis ils nous le renvoyaient. C'était une attaque sur nos systèmes énergétiques surtout. Les structures énergétiques subissent tous les jours. Ça, c'est un exemple sur les infrastructures industrielles américaines. Comme vous pouvez le voir, les attaques sont conséquentes et les augmentations sur les infrastructures industrielles sont quasi d'ordre exponentiel. Ça explose complètement depuis, je dirais, à peu près un an et demi. Alors, on peut admettre que ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui peut arriver aussi chez nous. Puisqu'on est, disons, globalement dans les mêmes seuils d'atteinte. L'idée de ces deux éléments, c'est de vous montrer qu'en fait, le cyberterrorisme ou les attaques via des systèmes, entre guillemets, connectés, ça existait déjà depuis longue date. Il y a eu des sabotages, alors notamment, un exemple très concret, en faisant l'interruption d'une centrale nucléaire, en arrêtant son cœur de fusion par son refroidissement, on arrive à démontrer que ça peut être une explosion de l'équivalent de presque 3 tonnes, si je ne dis pas de bêtises. Donc les conséquences peuvent être dramatiques. Et vraiment, l'idée, c'était de vous montrer le volume potentiel, l'espionnage éventuel, les sabotages d'infrastructures, les incidents ou les erreurs. Et Stuxnet n'est que, disons, le premier élément, et il y en a eu d'autres. Et malheureusement, il y en aura toujours d'autres par la suite, car la sophistication de ces attaques évolue. Federico, excusez-moi de déranger. 5 minutes maximum Très bien, encore. c'est presque fini. Merci. On arrive à la fin. Là, c'est le cas du Pentagone. Concrètement, le Pentagone s'était fait voler l'intégralité des données personnelles et les empreintes numériques digitalisées de l'ensemble du personnel américain sur l'ensemble de ces départements. Ce qui est assez fâcheux. D'ailleurs, le directeur de l'agence de défense avait reconnu en 2014 que le système était totalement obsolète contre les attaques, ce qui est quand même relativement inquiétant, et ce qui n'a pas été dit dans le grand public et qui a été reconnu par la suite par les Américains au bout d'une année, c'est qu'en fait les Chinois avaient réussi aussi à prendre les codes de lancement d'un certain nombre d'armes nucléaires de la côte Est. Bien évidemment, les États-Unis ont y remédié dans la foulée en changeant ces codes.
Alors, le cas de Trump. Le cas de Trump est très intéressant parce que là, on arrive dans la réalité de tous les jours. Comment l'influence russe a eu lieu par le biais des réseaux sociaux, en créant des comptes à tout azimut, sur différents supports, différentes plateformes, et noyer Internet de messages favorisant la possibilité d'avoir Trump au présidentiel américain. Et finalement, il est président. Ça a fait un tollé. L'Amérique sait très bien qu'il y a eu un hacking sur différents États. Les services de renseignement le savent, mais ils ne pouvaient pas invalider l'élection du président car c'est un désaveu d'une puissance totale et la première puissance militaire mondiale ne souhaitait pas se montrer à la face du monde dans cette situation. Donc évidemment, ils avaient validé son élection. Disons que le document et le rapport effectué par la communauté de l'intelligence et du renseignement américain, le rapport a été mis à disposition du public le jour où le Congrès américain a validé l'élection de M. Trump. Donc c'est assez symbolique. En France, qu'est-ce que nous avons en France? En France, nous sommes confrontés à cette réalité. Maintenant, c'est officiel depuis plus d'une dizaine de jours, notamment lors du passage sur France 2 dans le 20h la semaine dernière. Alors nous aussi, on a subi pas mal d'attaques, notamment une journée, 615 attaques lors du changement présidentiel entre M. Nicolas Sarkozy et M. le président François Hollande. Donc ce n'est pas anodin, 615 attaques en une seule journée. Et la France a fait une sortie publique et officielle via son ministère des Affaires étrangères en disant que nous étions prêts à riposter en cas d'ingérence dans le cadre des présidentielles. L'idée, c'était de vous montrer aussi ce qu'est le cyber-djihadisme et le cyber-califate. Donc, j'ai récupéré un certain nombre de groupes. Vous pouvez voir aussi qu'il y a une approche esthétique assez hollywoodienne. Par exemple, si on prend l'image de gauche, United Cyber Caliphate, quand je regarde, j'ai l'impression de voir Assassin's Creed un petit peu. Donc, la globalisation, finalement, elle est quand même partout, même chez les groupes terroristes. Et ensuite, tous les groupes de hackers ou les mercenaires du net qui participent dans l'ensemble de ces activités et qui sont ici présents. Alors vous avez par exemple pour la NSA une équipe un peu spéciale qui s'appelle la Telluride, qui est Access Operation, qui vraiment est entre guillemets l'équipe, la Black Team en fait des hackers de la NSA. Différents groupes qui sont soit russes, soit la Syrian Electronic Army par exemple, qui aussi ils sont extrêmement efficaces. Le KO Computer Club, qui alors là n'a rien à voir avec disons des pirates, et je fais bien la différence entre pirates, hackers et mercenaires du net. Vous avez eu aussi à l'époque une très forte opération effectuée par Anonymous contre ISIS, contre Daesh, auquel il est difficile parfois de comprendre les angles politiques d'Anonymous. Et puis Anon Ghost, qui est une équipe en fait qui participe dans le cadre de la traque de Daesh sur Internet et qui refourgue toutes les informations auprès du FBI pour faire de l'enforcement et faire tomber les sites et disons amoindrir la propagande djihadiste en ligne. Ma réflexion personnelle sur le sujet, c'est que je dirais que nous sommes tous surveillés et nous sommes tous égaux. Merci beaucoup Federico. Alors, on a un petit peu de temps pour 2-3 questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question à poser? Voilà. Moi, j'avais une question par rapport à Pre-Crime tout à l'heure. Qu'est-ce que vous entendez un petit peu plus précisément par casser le Bitcoin? Alors attendez, j'entends pas particulièrement bien. Ouais. Du coup, c'était une. Là maintenant, c'est bon. Vous me disiez en fait, qu'est-ce que j'entendais par casser en fait le cryptage du Bitcoin? C'est ça. En fait, tout simplement, ils arrivent à identifier qui sont les gens qui ont utilisé le Bitcoin. Ils arrivent à tracer, tout simplement. Ils ont réussi à faire ça. Le projet Pre-Crime, il a maintenant à peu près 2 ans et demi. Et c'est quelque chose qu'ils maîtrisent. À vrai dire, c'est assez peu connu dans l'environnement du métier. Lorsque je l'avais présenté par exemple aux data scientists chez Scalian, on a un certain nombre de data scientists qui sont aussi entre guillemets des bidouilleurs, un peu comme moi. Ils aiment bien jouer avec
les différents softs ou essayer de trouver des failles. Et ils ne me croyaient pas au début. Et quand je leur ai montré les presses officielles américaines, ils étaient assez scotchés. Donc c'est une technologie qu'ils savent casser et qu'ils savent identifier les gens en fait. Ils savent parfaitement le faire. En plus, qui plus est, les Américains cherchent à récupérer le Bitcoin en fait en diabolisant son fondateur. Déjà d'une, c'est un premier élément. Et dans un deuxième temps, ils ont créé un brevet via JP Morgan. Et ils ont créé en fait une technologie entre guillemets légale pour les banques. Leur objectif, c'est de récupérer la mainmise sur ces transactions, clairement. Est-ce qu'il y a une autre question? Federico, est-ce que vous avez des preuves officielles, genre des documents de presse ou quelque chose comme ça pour Absolument, justifier... tout ce que je cite vient de la presse, pour beaucoup. Presse américaine, essentiellement. Après, je peux mettre à disposition l'appendix. J'ai malheureusement pas eu le temps de le finir. J'étais un peu dans la course aujourd'hui. Je revenais de Bruxelles dans le cadre du sommet européen de la fraude. Mais en effet, tout est issu d'éléments de presse, du New York Times, des choses officielles. En fait, ce qui se passe, c'est que clairement, ce que je vais dire n'est pas politiquement correct, mais je vais tout de même le dire. En France, il y a une forme d'autocensure. Maintenant, c'est différent sur le sujet du cyber. Moi-même, je suis très surpris en fait que ce soit annoncé tel quel, notamment depuis l'annonce officielle du ministère des Affaires étrangères. Mais jusqu'à présent, il y avait une forme d'omerta, je dirais jusqu'à il y a encore ces 6 derniers mois, où on a officialisé le fait qu'on avait une force de frappe offensive en cyber. Vous pensez vraiment qu'on peut prendre pour argent comptant un document de presse pour un problème technique? Pardon ? Vous pensez vraiment qu'on peut prendre comme argent comptant un document de presse pour un sujet technique comme le cryptage du Bitcoin? Disons que il y a plusieurs éléments de rapport issus soit de grandes universités où les travaux étaient très avancés, notamment l'université du Maryland qui est entre guillemets le centre de recherche et de développement de la NSA. Pour beaucoup de les personnes qui sont formées et qui intègrent leur service sont issues de cette université. Après, évidemment, on pourrait le prendre avec des pincettes et je ne le discute pas, éventuellement, pourquoi pas, en effet. Mais disons que quand on puise dans le réseau américain et on va chercher, on constate qu'il y a beaucoup de choses. En même temps, je m'appuie aussi sur des documents issus directement de ces mêmes agences. C'est-à-dire qu'il y a énormément de rapports que j'ai été épluchés ces derniers temps et puis les années précédentes, puisque je les suis ainsi, en fait. Je vais piocher les différents rapports NHS, communauté de l'intelligence et autres. Je me base soit sur des documents qui sont déclassifiés, ou soit sur des choses qui ont explosé au nez de l'Amérique, malheureusement, comme le cas des codes de lancement pour les missiles. À la base, ça avait été clairement masqué par l'Amérique, et c'est par le biais de l'université d'Harvard, en fait, et l'université technologique de Pittsburgh, si je ne dis pas de bêtises, où ils ont lancé, en fait, ils ont très clairement mentionné les choses avant que l'État américain le fasse. Et en fait, l'État américain a été obligé de valider la position des experts civils parce que malheureusement, c'était intenable. Et derrière, ils ont annoncé qu'en effet, au-delà des empreintes digitales numérisées, ils avaient pris les codes de lancement. Ça a été dit officiellement et reconnu même par l'organe fédéral américain. Merci beaucoup, Federico. J'ai une question. Est-ce qu'on peut partager vos slides avec nos participants ici? Oui, bien sûr. Alors, ce que je vous propose, Génial. juste laissez-moi 24 heures. Oui, 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 oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Federico, pour votre présentation. C'est un exercice un peu spécial car je ne vous vois pas. Donc c'est vrai que pour le rythme, c'est un peu particulier parce qu'on ne voit pas les gens. Ouais. Et donc c'est curieux en fait. Je me suis pas vraiment rendu compte du rythme que je pouvais donner, sachant que je vous vois pas. Et c'est vrai Bien que sûr. pour moi c'est une première, un Skype en conférence, je l'admets. Et finalement je me rends compte que c'est plus simple quand on voit les gens en fait. Oui. Merci beaucoup et bonne soirée, Federico. Merci beaucoup, bonne soirée à vous et profitez bien. Merci pour votre écoute. Alors, vous allez bien? Ça passe bien? Génial! Ça va aller mieux? Alors, l'histoire de
Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Ouais, là, j'ai là. Ouais. Ah, exact. Encore Alors, qui a participé à un autre jeu? Encore. C'est pas timide. Hein. Qui voulait participer, mais il n'avait pas de moyens? S'il y avait des gens qui... Ah, ok. Ok, t'avais pas de moyens? Et qui a hésité? Il s'est posé la question, c'est quoi cette bizarre truc? Ah, pas mal, hein, ça veut dire que les meetups, ça marchait bien un petit peu. Alors, encore, voilà, je fais moi-même. Je peux faire moi-même? Ça marche pas. C'est déconnecté? Ça marche pas. Ah oui! Voilà! Ok. Histoire de quiz de winner. Winner or loser? Voilà. En fait, avec Fabio, on avait un autre speaker que malheureusement, il ne pouvait pas venir. Il était très occupé. Mais finalement, avec Fabio, moi, j'ai dit qu'il faut faire quelque chose de ouf. Un démo on peut s'amuser un peu et après, on peut vous hacker un petit peu en disant que vous pouvez voilà, attraper par le piège. Voilà, ça marchait bien. On a déjà des emails, des passeports. Vous inquiétez pas, c'est tout voilà, on n'a pas d'accès à votre mot de passe. C'est bien haché avec une clé. Vous inquiétez pas. Bah après, vous pouvez changer. Hein. Après, dans cette liste, ça m'intéresse vraiment ça. Whitehouse.gouv. J'aimerais bien, c'est qui voilà. Peut-être c'est Monsieur Trump qui est là. Voilà. Et je suis pas là. Si je fais moi-même, pardon. Je pensais que c'est histoire de. Non. Alors, comme on a déjà eu les présentations sur social engineering, et notre cher Mouloud, il a déjà parlé ce soir de social engineering, on a fait une attaque sur vous, qui était un social engineering. Pourquoi c'est marché? Parce que you trusted us. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment sympa, on est bien habillé, on n'est pas geeky à tout. On est là pour la cybersécurité et you feel safe. C'est secure ici. Tout le monde parle de la cybersécurité. Il n'y a pas de méchants ici. Et à la fin, vous voulez gagner quelque chose que vous allez gagner ce soir. Voilà, tu peux montrer Fabio les cadeaux là. Ouais. Des jetons de pirates. Voilà. Alors, je vais vous juste expliquer avant qu'on commence notre soirée complète avec pizza et tout. Je vais vous expliquer comment ça marchait au derrière. Ça marche pas, ça. Merci. Alors, il y avait un QR code. En fait, le seul truc, on s'est inquiété là-dessus parce que les QR code readers, ils sont pas toujours sur toutes les iPhones ou je sais pas, smartphones. Il faut l'installer. Et parfois, ça montre le lien. En fait, moi, j'avais un domaine qui était assez bien, cybersécu.com, et on s'est dit, on a déjà parlé de ce blog-là plusieurs fois dans notre meetup, et on s'est dit, peut-être ça marche bien. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Quand vous avez fait un flash de QR code, ils ont envoyé à notre serveur où on avait notre code malicieux. Il vous a montré un fake login to Facebook. Et au derrière, qu'est-ce qu'on a fait? On avait un fichier PHP. On a capturé votre email et password. Bien sûr, on a haché le mot de passe et on a obscuré le email pour vous protéger parce qu'on n'est pas méchant. Comme j'ai dit, on est sympa. Voilà, juste pour vous montrer que vous êtes là. Vous pouvez rentrer dans le piège, même si vous êtes dans une conférence ou un meet-up très sympa. On est tous les mêmes, mais quand même, il y a des gens méchants, toujours, partout, et on ne sait pas. Alors, il y a des questions là-dessus ou pas?
Non, c'était clair. Ouais, cool. Alors, on passe à notre next steps. En fait, notre prochaine date, ça va être en avril. On a déjà décidé avec Fabio la date, mais on va annoncer plus tard pour être sûr que ça peut être marché pour nous deux. Next meetup, ça va être un meetup technique, on peut dire hands-on security. Il y aura des attaques, il y aura des hacking. On a déjà promis il y a 6 mois pour avoir ce genre de meetup, mais finalement, on a décidé de l'avoir. Comme toujours, on vous propose que vous venez vers nous, proposez les talks, partagez avec nous, dites-nous qu'est-ce que vous pensez. Donnez votre feedback, ça nous intéresse beaucoup, beaucoup. Et n'hésitez pas à partager et likez nous sur Facebook. Merci beaucoup à Cowork qui nous a hébergés. On a eu la chance d'avoir notre premier sponsor, Code, représenté par John ici. Petite annonce, donc Code, c'est une société de services qui développe des solutions informatiques, qui fait de l'accompagnement aux entreprises et aussi il cherche à embaucher un project developer, plein de jobs, développeur, chef de projet. Donc si vous cherchez un boulot, c'est John pendant l'apéro. Voilà. Donc, voilà, John. Après, nous avons la French Tech in the Alps. Antoine, merci beaucoup pour d'une jolie musique pour l'aide technique. Amrouni, un super Instagrammeur qui fait des super photos, qui nous a aidé à prendre un peu de photos ce soir. Il est là. Voilà. J'adore comme tu captures la réalité. Et Cybersecura de Sagar. Donc, merci beaucoup à vous tous d'être là. J'espère que vous avez bien aimé. Et maintenant, c'est